Alors effectivement, on va parler d'efficacité énergétique. La thématique de cette table ronde, c'est l'énergie. Alors quand on parle d'énergie en domotique, on parle de mesure, on parle de pilotage, d'optimisation de performance. Dans ce métier-là, on voit en fait qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de nos intégrateurs, les intégrateurs de la fédération, avec des clients qui sont plutôt des clients CSP+, voire plus. Et on voit que le mass market, aujourd'hui, on n'est pas encore au mass market quand on voit les présentations qui ont eu lieu ce matin. Je pense notamment à celle de Coviva, d'Arty, ou même la présentation du conseiller général, M. Gonnet. Donc on voit qu'il y a un discours encore à travailler, qu'il y a un travail à faire sur les bénéfices, l'analyse des bénéfices. Et donc c'est pour cela que pour notre table ronde, donc on a 3 invités que je vais laisser se présenter. Donc Thomas d'EDF, Patrick de H Experience et Eric de Efficap Energy. Donc je vais vous passer la parole pour vous présenter et puis on enchaînera après sur cette thématique du bénéfice pour les clients. Bonjour, Thomas Bladier. Donc EDF R&D, comme je disais, je suis responsable des activités de recherche sur la Smart Home, le Smart Building. Et ça inclut bien évidemment ce qui concerne le suivi et le pilotage des consommations d'énergie. Donc là-dessus, on travaille sur des services pour les clients particuliers, pour le tertiaire, les petites entreprises et aussi pour les grosses entreprises, avec des services qui ne sont pas nécessairement directement connectés avec la Smart Home, mais qui visent à aider le client à comprendre ce qu'il consomme comme énergie, à quel moment, pour quel usage, et puis surtout, ce qui intéresse le client, c'est comment il peut faire pour en consommer moins ou en consommer mieux. Donc Patrick Fichou, moi vous m'avez vu déjà ce matin. Alors nous on est un concepteur, un opérateur de services numériques pour le bâtiment, dont l'énergie évidemment fait partie puisque c'est une des premières demandes qu'ont nos clients. Mais on va au-delà de ça puisqu'on travaille sur la partie exploitation, maintenance du bâtiment au sens large. Et on délivre à nos clients en fait des applications en mode SaaS qui sont consultables de n'importe quel smartphone, PC, tablette, et directement connectées aux usages. Donc ce sont des applications métiers qu'on développe pour optimiser le bâtiment. Nos clients sont les grands comptes, enfin tous ceux qui ont des parcs immobiliers importants, principalement aussi ceux qui ne sont pas équipés de GTB, puisque globalement, c'est quand même une solution assez intéressante et alternative à la GTB pour les petits bâtiments tertiaires notamment. Nos clients sont aussi des sociétés qui font de la maintenance, facility manager, tous les gens qui sont autour du bâtiment, y compris, comme j'ai dit ce matin, les promoteurs ou les cabinets d'ingénierie immobilière. Merci. Eric Laine. Donc, je m'occupe d'un cabinet spécialisé en efficacité énergétique. On peut être considéré comme un intégrateur, c'est-à-dire que nous cherchons à proposer à nos clients des solutions qui ont un retour sur investissement court et qui permettent d'économiser l'énergie. Nos clients sont des grands comptes, ayant par exemple du petit tertiaire, des agences bancaires, des réseaux d'agences bancaires, des particuliers au sens large, des copropriétés par exemple. Et nous cherchons constamment à trouver des solutions innovantes, comme je l'ai dit, par exemple des systèmes de comptage d'énergie, donc sur le chauffage, comptage d'électricité, système prédictif et adaptatif appliqué à la gestion de l'énergie et commandes de régulation. Donc on s'appuie sur justement des intégrateurs tels que vous notamment. Merci. Donc comme je le disais en introduction, l'objectif de demain, c'est pas de parler à 500 000 Français qui sont capables d'installer des solutions un peu évoluées, c'est de parler vraiment au mass market. Donc aujourd'hui, quelle est votre vision? Je vais commencer par vous, Thomas, sur la vision d'EDF, sur quel bénéfice on peut apporter à tous les Français et comment on vend une solution qui a un coût, comment on fait pour la vendre et que le client trouve acceptable et il voit son intérêt à souscrire à une offre proposée par EDF.
Alors les clients particuliers, il faut être clair, il y a 2 moments où ils s'intéressent à l'énergie. Le premier moment, c'est quand ils reçoivent la facture, surtout si elle est supérieure à ce qui était attendu. Et le deuxième moment, c'est quand ça ne marche plus, quand il y a une coupure. Et le reste du temps, eh ben, ils ne s'intéressent pas trop à l'énergie et ils n'ont pas tellement envie de s'y intéresser. Ce n'est pas une pratique sociale très passionnante de consommer de l'énergie. On préfère aller au cinéma, boire du coca ou du champagne. Voilà, donc nous, on part de là. Après, ce qu'on constate, c'est que malgré ça, des clients qui ne sont pas spécialement intéressés à la question, à qui on met en main un dispositif qui leur permet de suivre leur consommation à pas fin, en temps réel, avec de la courbe de charge, bah, ça commence à susciter de l'intérêt parce que je vois de nouvelles informations, du coup je m'interroge, tiens au fait, bah, c'est un peu l'exemple du maire de ce matin, une fois qu'il y a des écrans partout, qu'on commence à voir les choses, bah, du coup on commence à susciter l'intérêt. Alors le client, effectivement, ça l'intéresse un peu comme il y a quelques années dans les télécoms, de savoir finalement je dépense tant en télécom, c'est quoi ma facture détaillée. Donc les clients, de fait, ils aimeraient bien avoir leur facture détaillée d'énergie pour savoir finalement qu'est-ce qu'ils consomment sur quel poste. Mais une fois qu'ils savent ça, ça ne suffit pas tellement à les combler, parce que l'intérêt, c'est OK, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour réduire cette consommation? Donc donnez-moi des conseils, personnalisés si possible, pour m'aider à réduire cette consommation. Puis une fois que j'ai des conseils, c'est bien, mais à la limite, si j'avais un dispositif qui pouvait mettre en œuvre automatiquement ces conseils, sans que j'ai moi à devoir me lever chaque fois pour aller baisser le radiateur de temps, faire démarrer le chauffe-eau à telle heure, le lave-linge uniquement la nuit, etc., ce serait encore mieux. Et voir si j'avais un système qui pouvait prendre en main lui-même l'analyse de ma conso ou le pilotage pour me permettre d'avoir mon niveau de confort en optimisant l'énergie et que je n'ai pas à m'en occuper, ce serait aussi bien. Et alors pour les particuliers, c'est un peu sur cette gamme qu'on travaille, c'est-à-dire que les clients qui ne sont pas connectés, qui n'ont rien du tout, eh ben on a quand même des services qui leur permettent d'évaluer la répartition de leur consommation sur les principaux usages et puis de leur donner des conseils. Plus on va avoir de données, plus on sera en mesure de donner des conseils personnalisés et ciblés pour les clients. Et puis l'étape un peu ultime qui est le dispositif prend en charge lui-même le pilotage pour me faire m'aider à maîtriser mon budget, bah, c'est ce qu'on a mis c'est les algorithmes qu'on a mis dans la plateforme Sowi, qui vous a été présenté hier, où je dis j'en veux pour 60 € ce mois-ci, et le système de chauffage va s'adapter pour que je consomme 60 €, pas plus. Avec bien sûr des alertes, des dérogations pour me permettre de l'optimiser. Voilà, on pense que c'est là qu'il y a potentiellement de la valeur. Le suivi basique de ma consommation, c'est comme la facture détaillée de télécom. On l'a payé il y a 20 ans ou 30 ans quand c'est sorti et on se disait tiens 5 francs par mois, pourquoi pas. Mais très vite c'est devenu un basique et on ne comprenait même pas pourquoi on ne l'avait pas d'emblée dans le package de base. L'énergie c'est un petit peu pareil, le suivi énergétique, les clients ils n'imaginent pas devoir payer pour ça. En revanche, quelque chose qui me permet de faire des économies, qui monitore mon confort, là ça peut avoir de la valeur. Alors j'avais une question complémentaire qui correspond un peu à des échanges qu'on a eu ce matin avec Thomas. Je repose la question à Thomas par rapport au marché européen. On voit que ça serait bien de présenter un petit peu quels sont les acteurs qui ont réussi en Europe pour proposer des solutions de thermostats connectés ou de suivi. Ouais. Dans quel cadre elles ont réussi à poser ces offres-là? En France, on essaye de vendre des thermostats. On le fait pour certains, nous, auprès des particuliers. C'est pas toujours facile. Donc, dans quel cas ça marche et dans quel cas on voit que c'est un petit peu plus difficile à pousser comme type de... Oui, ça rebondit sur l'intervention de Darty que vous avez vue ce matin. Et effectivement, c'est ce qu'on constate. Les clients, vous leur montrez un thermostat connecté, ils disent waouh, c'est super, effectivement, je le vois sur mon smartphone, je peux le montrer à mes collègues, je peux piloter, j'ai le suivi, etc. C'est très bien. Ça coûte 200 € ou 150 €. Ah, bah écoute, c'est très bien, mais mes 150 €, je vais les mettre ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. C'est très sexy, c'est sympa, mais le client, il passe pas à la caisse pour ça. Et effectivement, il y a 2 exemples qui marchent en Europe. Le premier chez British Gas au Royaume-Uni. British Gas, c'est un des premiers fournisseurs d'énergie, mais surtout, c'est le premier installateur de chaudière gaz. Et avec le gaz en mer du Nord, je ne vous fais pas un dessin, il y a beaucoup de chauffage à gaz au Royaume-Uni. Et donc, c'est lui qui a la première équipe en nombre d'installateurs de chaudières. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'installateur, il vend la chaudière. Et la chaudière, ce n'est pas 200 €,
c'est plutôt 2000, 3000, 5000 ou 7000 euros la chaudière. Et une fois qu'il a mis ça, il dit by the way, il y a pour 200 euros, vous pouvez avoir cette interface communicante de pilotage, etc. Et là, ça se vend. Parce que quelque part, il est dans la place, il sait que le client il est intéressé, le client il vient de faire un très gros chèque, rajouter 200 euros, il y a suffisamment de clients qui le font en tout cas. Et le deuxième exemple, c'est Eneco aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, pareil, 95% du chauffage, c'est du gaz individuel. Ça a été normalisé. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un fil pilote entre la chaudière gaz et la pièce de vie. Si bien que changer de thermostat, c'est plug and play. Le client, il le prend, il le met directement. Et Eneco a, en plus de ça, fait une offre où, au lieu de payer 130, 150 euros upfront, eh ben, c'est lissé. C'est 3 euros par an pendant 3 ans sur ma facture d'énergie. Et avec la promesse que ça va me permettre de faire des gains. Donc, vu du client, c'est quasi transparent. En tout cas, je n'ai pas à faire mon chèque de 150 à 200 euros pour sortir du cash. Et là, ça marche. Donc, ça attire le client, mais le client il n'est pas prêt à payer. Et pour que le client il soit prêt à payer, il faut soit lisser les choses, soit mettre ça en package quelque part avec un investissement plus significatif. Mais dans tous les autres cas, ça a beaucoup de mal à décoller. Merci Thomas. De ton côté, Patrick, quelle est aujourd'hui la vision que vous avez? Quels bénéfices on peut apporter aux clients pour qu'ils puissent s'intéresser à ces suivis consommation? Quels sont les arguments que vous mettez en avant pour vendre vos solutions? Alors nous, on s'intéresse, on travaille dans le monde B2B, donc c'est un petit peu différent, mais je vais vous citer quand même deux exemples importants. Le premier, c'est sur les bailleurs sociaux. Donc là, on est dans le monde B2B et B2C. Où en fait on travaille sur des solutions notamment pour des sociétés qui font la maintenance pour ces bailleurs sociaux. Alors globalement, la première thématique qui est abordée, c'est l'énergie et les chaudières individuelles à gaz notamment. Alors ils veulent bien entendu pouvoir les connecter et pouvoir interagir dessus donc à distance, donc grâce à des solutions via notre plateforme. L'objectif pour eux, il y en a deux, c'est quand il y a un appel client sur des chaudières, pouvoir déjà intervenir beaucoup plus rapidement et ensuite pouvoir limiter leur nombre d'interventions sur site, puisque ils en font quand même plusieurs milliers par jour. Donc il y a deux enjeux, mais le premier c'est aussi la satisfaction client. Bien entendu, il y a l'aspect consommation qui est lié à tout ça, puisque les bailleurs sociaux sont très, très attentifs à tout ce genre de solutions, et ils sont extrêmement exigeants en termes de services. Aujourd'hui, je rebondis sur les bailleurs sociaux, il y a une démarche de dire je veux présenter l'information de suivi aux différents occupants, ou est-ce que ça reste une donnée macro qui est utilisée par eux? Quelle est leur démarche? Alors, les deux, ils ne sont pas tous dans le même niveau de maturité par rapport à ces solutions, mais on trouve les deux cas de figure. C'est-à-dire, le premier, il veut pouvoir, lui, déjà connaître un certain nombre d'informations, et le deuxième, de fournir ces informations à ses clients directement. Il faut savoir que les bailleurs sociaux, c'est un domaine extrêmement concurrentiel. Donc, ils sont très à la recherche de solutions innovantes pour pouvoir se démarquer par rapport à leurs concurrents et s'assurer qu'ils vont pouvoir récupérer des locataires assez facilement. Donc la notion de service est fondamentale s'ils veulent réussir à bien remplir leur logement. Donc là, sur ce type d'offre-là, quels services ils offrent en plus par rapport à un autre bailleur qui ne serait pas connecté, qui ne ferait pas de mesure? Quel va être leur atout? Alors, tout va dépendre des équipements qu'ils ont dans ces logements-là, mais effectivement, c'est le même type d'information. C'est le suivi sur une chaudière à gaz. Ils peuvent suivre exactement la consommation et alerter sur des dépassements de seuil par rapport à des consommations qui sont jugées anormales. On travaille aussi de plus en plus sur la partie prédictive. Donc globalement, en fait, la mise en place de solutions prédictives va permettre de comparer des consommations par rapport à du théorique étant des données historiques modulées des conditions météorologiques, bien entendu. Voilà. Alors j'ai un autre exemple à vous donner qui est beaucoup plus B2B, mais qui peut aussi intéresser un certain nombre d'acteurs
dans la salle. Là, clairement, le suivi énergétique est une préoccupation journalière. Ils ont besoin, donc l'exemple auquel je pense qui est le plus caractéristique, c'est dans l'hôtellerie, de pouvoir suivre au jour le jour leur consommation énergétique, mais même au niveau des différents types de services à l'intérieur de l'hôtel. Le responsable de la restauration, par exemple, le responsable du spa, ils vont même jusqu'à identifier quel est le coût énergétique d'un couvert par jour. Et donc pouvoir le comparer par rapport à leur prédiction. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé. Donc, grâce à la solution qu'on leur a mise en place, ils ont pu identifier quel est le coût de la consommation énergétique du four à pizza quand ils font cuire une pizza. Et en fait, c'était 1,50 € en l'occurrence pour une pizza vendue à 11 €. Donc, c'était assez conséquent. Donc c'est parfois des coûts qui se passent un petit peu dans l'oubli. On oublie de calculer le coût énergétique. Et ce sont des ratios qui sont pour eux extrêmement pertinents puisqu'ils l'utilisent au jour le jour pour pouvoir optimiser leurs activités. Alors, merci. Juste pour terminer, ce sont des coûts sur la partie électricité, mais évidemment, ils suivent aussi les coûts sur de l'eau froide, de l'eau chaude sanitaire, des centrales de traitement d'air, etc. Tout type d'équipement, les groupes froids aussi, tout type d'équipements qui sont extrêmement sensibles pour eux en termes d'exploitation et d'économie d'échelle. En France, on a la chance d'avoir une électricité grâce à EDF et ses centrales nucléaires finalement peu chères, mais dans des pays ou dans des zones comme l'Asie du Sud-Est, les coûts énergétiques peuvent représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires d'un hôtel. C'est énorme. Merci Patrick. Eric, de votre côté, quelle réponse vous apportez donc à ces clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, enfin, dans le cadre de bailleurs notamment Alors, avant de répondre directement à votre question, je vais préciser quelles sont selon nous les attentes de nos clients. Pour les clients professionnels, notamment les agences bancaires, elles veulent suivre leur consommation électrique. Quand il y a un réseau de dizaines ou centaines ou milliers d'agences, il est important déjà de chercher à comprendre. Et pour ce besoin d'identification des consommations, je me suis aperçu qu'il était aussi dans les collectivités qui ont beaucoup de bâtiments diffus et qui cherchent à savoir ce qui se passe dans telle petite salle communale à droite, tel petit bâtiment d'une association à gauche. Et pour les autres marchés que nous adressons, notamment les copropriétés, eh bien leur besoin est triple. Là, nos interlocuteurs, ce sont soit les présidents de copropriétés, les syndics, les chauffagistes. Le besoin est triple. Ils veulent diminuer leur coût de chauffage, leur coût énergétique. Ils veulent en même temps maintenir ou améliorer le confort. Parfois, c'est d'abord améliorer le confort et ensuite réduire les consommations. Enfin, ça va toujours de pair. Et pourquoi ces deux besoins sont liés? Parce que dans une copropriété, souvent, les gens au nord ont trop froid l'hiver et les gens au sud ont trop chaud en demi-saison, et en tout cas en demi-saison. Donc arriver à concilier amélioration du confort ou maintien du confort et réduction de consommation, c'est pas facile. Le troisième objectif, on n'y pense pas, c'est la conformité réglementaire. Et par exemple, vous savez sans doute qu'il y a un décret qui est sorti il y a un certain temps, mais qui va rentrer en application en mars. En tout cas, pour les copropriétés, les immeubles collectifs les plus énergivores, c'est identifier les consommations de chauffage par appartement ou par occupant. Alors, on n'est pas dans le cas que citait Patrick, où les appartements sont équipés d'une chaudière individuelle. Je ne parle pas des compteurs EDF qui sont individuels depuis des lustres, mais des immeubles qui sont équipés d'une chaudière collective, chaudière ou réseau de chaleur CPCU, par exemple, sur la région parisienne. Alors, le décret, il dit deux choses importantes. Il dit qu'il faut installer des moyens qui permettent d'identifier les consommations par logement. Et son corollaire, c'est réguler les consommations d'énergie par appartement. Alors quand on dit réguler, on pense souvent à des robinets thermostatiques,
Mais on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, c'est réguler avec des robinets thermostatiques motorisés, c'est-à-dire en liaison radio avec on l'appelle une centrale appartement ou bien home control, enfin peu importe. Voilà. Donc les besoins de nos clients sont triples et avec nos solutions, on y répond sur ces 3 dispositifs en proposant des systèmes connectés, des systèmes prédictifs qui agissent à différents niveaux de désinstallation. Merci. Je vois qu'il y a un sujet qui revient et qui est revenu aussi tout au cours des présentations, c'est le côté prédictif, intelligence, calcul. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est quelque chose qui va permettre de gagner quelques pourcents en plus. Mais quand on parle de millions d'euros, c'est intéressant de gagner ne serait-ce que de 3%. Oui, nous, de notre point de vue, on commercialise un système suisse qui est performant. Et l'expérience qu'ont les Suisses sur des résidences étudiantes ou différents logements, qu'ils soient tertiaires ou d'habitation, c'est que le système apporte 10% d'économie d'énergie sur la facture annuelle, à peu près. Par rapport à une programmation horaire qui serait fixe ou... Voilà. C'est-à-dire en prenant en compte l'inertie thermique du bâtiment et la météo qu'il va faire, eh bien, le système va adapter la conduite du chauffage. Par exemple, demain, on sait qu'il va faire doux. Eh bien, compte tenu de l'inertie thermique du bâtiment, on va ralentir le chauffage un peu plus tôt que prévu, ou inversement. On sait que demain, il va faire encore bien plus froid qu'aujourd'hui. Compte tenu de l'inertie thermique du bâtiment, eh bien, on va allumer le chauffage un peu plus tôt que prévu. Mais au global, la conduite énergétique du bâtiment va se comparer à celle d'un automobiliste. Imaginez un automobiliste qui a devant lui une ligne droite avec plusieurs feux rouges. Il y a le conducteur énergivore qui va accélérer et freiner fortement à chaque feu rouge. Et puis il y a le conducteur qui veut économiser son énergie et qui va anticiper le passage au vert ou au rouge des différents feux rouges qui se présentent devant lui et qui va adopter une conduite coulée. Ben, la conduite du chauffage, c'est la même chose et pour ça, il faut être capable de suivre ce que l'on fait. Et on propose des dispositifs connectés en ce sens. Merci à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques questions du public, s'il y en a. Est-ce que certains ont des questions pour nos 3 intervenants ? Oui, bonjour. Une question qui va concerner plutôt Monsieur Bladier et Monsieur Laine. Vous avez parlé tout à l'heure des succès. Ils étaient liés principalement dans des pays où il y avait des solutions des situations de monopole. Donc, ils ont pu imposer leurs solutions. Est-ce que EDF a jamais étudié ou réfléchi, vu qu'elle était en situation EDF-GDF en situation de monopole, elle avait imposé le monopole sur la tension et sur la fréquence. Est-ce qu'elle a jamais réfléchi à imposer un monopole sur un protocole, un standard, un langage ou une techno ? Et vous, au sein de FICAP Énergie, est-ce que vous répondez toujours à vos différents clients avec le même protocole et le même standard, ou est-ce que vous explosez les solutions en fonction de vos clients ? Alors, EDF est plus en situation de monopole. Non, je parlais de l'époque. Hein. Ouais. Alors, à l'époque, ce qui a été fait par EDF, c'est le fil pilote. C'est-à-dire isolation dans les logements. Finalement, il y a une solution qui est compétitive à l'achat, qui est les convecteurs électriques. Il y a l'intérêt de pouvoir piloter différentes zones. Et donc, EDF n'a pas imposé un monopole, mais a fédéré la filière pour dire on va mettre en place un dispositif commun de connexion entre le gestionnaire d'énergie ou le tableau et puis les radiateurs qui peuvent être de différentes marques. Ce sera bénéfique pour tout le monde, à commencer par les clients. Et donc, c'est un fil pilote qui va transmettre les ordres. Et en fonction de si le radiateur il est dans la salle de bain, la chambre ou le salon, et ben, il se mettra en marche quand le client l'aura décidé. Quel est son taux de pénétration du fil pilote ? J'ai pas les chiffres là, mais alors dans le neuf, mais dans l'existant, pas complètement. Il y a à peu près un tiers des logements qui ont du chauffage électrique. Si vous voulez le chiffre précis, je peux vous le trouver, mais je ne peux pas l'avoir aujourd'hui. Et si je devais faire une estimation là, je dirais entre 40 et 60%. Voilà. Après, ça, c'est pour un usage qui est vraiment très lié à l'énergie, qui est le chauffage. Après, quand on parle de standard, souvent, maintenant, dans la Smart Home, on pense, ou dans le Smart Building, on pense standard radio de communication entre les équipements. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors,
dans le smart building, par exemple, on a parlé des GTB, il y a plein de protocoles de GTB. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux catégories de protocoles. Il y a ceux qui sont ouverts et ceux qui sont répandus. Parce qu'en gros, les gros acteurs du marché, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt? Ils ont intérêt de vendre leurs produits. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un protocole fermé. Et une fois que vous avez mis en place un dispositif de leur marque, vous êtes obligé d'acheter le reste et de renouveler le reste. Et c'est leur intérêt. Et puis, il y a des acteurs qui rentrent, qui sont des nouveaux entrants, qui veulent se faire une place et qui disent, pour se différencier, moi, je vais dire que je suis ouvert. Et dans la pratique, aujourd'hui, c'est ça. Donc ça reste compliqué. Et c'est des marchés qui ne sont pas français, qui sont mondiaux. Donc EDF pourrait dire, attendez, on va être tout le monde d'accord, là, je sors le protocole, ça ne marchera pas. Ça n'est pas possible. On n'est pas légitime pour ça. Vous l'avez fait pour la tension? Alors, sur la tension, à l'époque, on était service public intégré, responsable de la production, de la distribution et de la vente d'électricité. Donc effectivement, il fallait bien choisir une tension. Et c'était bénéfique pour tout le monde qu'il n'y en ait qu'une seule. Sur la gestion technique dans le bâtiment, on n'est pas en situation de monopole, on n'a pas du tout la légitimité. Il ne s'agit pas uniquement de gérer la distribution d'électricité, mais bien le confort et la gestion technique du bâtiment. Donc là, ça sort de notre rôle, on n'a pas les moyens de faire ça. Personnellement, moi, je suis attaché à proposer à nos clients des systèmes évolutifs et ouverts. Donc aujourd'hui, et puis une deuxième chose, c'est qu'on propose à nos clients des systèmes de comptage ou de pilotage de leur énergie, mais je pense personnellement que très vite, après, ils vont vouloir connecter d'autres dispositifs connectés. Donc cette exigence d'évolutivité et d'ouverture est importante. Et aujourd'hui, les systèmes qu'on propose sont basés sur KNX. Alors, KNX relie les différents équipements connectés entre eux. Ceci dit, il peut y avoir des protocoles propriétaires entre, par exemple, un robinet thermostatique motorisé et puis la centrale appartement. Personnellement, moi, je trouve que le protocole N-Océan est intéressant. Mais je ne suis pas au courant de... Je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des convergences entre KNX et N-Océan? Je ne sais pas. D'autres peut-être pourraient mieux répondre que moi à cette question. Merci Eric. Est-ce qu'il reste encore une petite question? On a encore juste le temps pour une question rapide. Bonjour, Daniel Pignier, EDF Lab. Tout à l'heure, vous avez parlé de décret. Je n'ai pas tellement entendu parler de la norme ISO 50001, qui est un peu, pour résumer, le contrôle technique du bâtiment tous les 4 ans. Qu'est-ce que vous faites sur le sujet, sachant qu'actuellement, ça s'adresse plutôt l'industrie et puis le gros tertiaire. Et donc, est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là? Oui, une des autres facettes de notre cabinet, c'est l'accompagnement aux certifications ISO. Historiquement, c'était ISO 9001, mais depuis 4-5 ans, c'est ISO 50001. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ISO 50001, c'est une démarche d'amélioration continue pour réduire sa consommation d'énergie. Peu importe l'endroit d'où vous partez, l'important c'est d'essayer de s'améliorer. Et encore, la norme ne demande pas à ce qu'on continue à s'améliorer ad vitam aeternam. Quand on est très bon, rester très bon, c'est difficile. Et la norme ne demande en aucune façon qu'on continue à s'améliorer au-delà de toute rentabilité économique ou financière. Donc, démarche d'amélioration continue, ISO 50001. Deuxième caractéristique de cette démarche, c'est que ce sont des démarches qui abordent, c'est une démarche qui aborde tous les facteurs qui ont une influence sur l'économie d'énergie. Quand on pense économie d'énergie, on pense généralement à des moyens techniques. Je vais mettre en place une isolation par l'extérieur, je vais mettre en place des moyens de régulation pertinent, mais cette démarche va bien au-delà. Elle aborde notamment les facteurs organisationnels et humains. Alors, ça s'adresse plus à des organisations, vous avez cité, gros tertiaires, l'industrie. Est-ce que il y a une volonté claire de la direction de s'engager sur une démarche d'économie d'énergie? Est-ce qu'il y a une description de poste qui est claire pour tous ceux qui ont une influence sur les consommations d'énergie? Chacun sait-il bien ce qu'il a à faire? A-t-il les compétences qui vont bien? Encore une fois, pour les principaux acteurs ou ceux qui ont une influence sur les économies d'énergie. Voilà, il y a un certain nombre de facteurs.
On a accompagné par exemple Société Générale. Là, on va accompagner, j'espère, Allianz. On est en train d'accompagner le Siège Casino, donc à Saint-Étienne. On a accompagné des data centers. On a accompagné des producteurs de tomates, donc des toutes petites entreprises qui ont entre 5 et 15 personnes, pour qui le chauffage est la principale source, enfin dépense dans leur exploitation. Et finalement, toutes ces sociétés avaient un seul objectif, et se retrouver dans la 50001, c'est mettre en place une démarche structurée, lever la tête du guidon, réfléchir aux actions qui peuvent être bonnes pour l'entreprise à moyen et long terme. Et c'était intéressant. Merci Eric. Merci à tous les trois pour ces points de vue.